Bonjour, c'est le retour du podcast Comprendre le monde, saison 8, et pour commencer, je suis très heureux de recevoir mon collègue et ami Bertrand Badi, puisque ça permet de faire un tour d'horizon global et général. L'actualité internationale n'a pas chômé au cours de cet été, plutôt sur un mode tragique que sur un mode optimiste. Et donc, et il y a aussi un événement important qui va survenir le 5 novembre, et qui peut avoir des répercussions très, très grande sur le reste, c'est l'élection américaine. Comment tu vois l'élection du président ou de la présidente des États-Unis? Alors c'est un inédit, ce renversement de situation, un candidat qui avait été plébiscité par les primaires et qui soudain doit se retirer. Je dis soudain parce que sa décision semblait définitive et finalement il a changé d'avis. Donc c'est déjà les mœurs institutionnelles américaines qui en prennent un peu pour leur compte, puisque ce long processus de sélection a été comme coupé par l'effet de stupeur qu'a constitué le retrait de Biden et l'avènement de Kamala Harris. Alors, deuxième remarque qui a été faite par tout le monde, c'est qu'il y a eu un engouement lié probablement au soulagement que constituait le retrait de Biden, mais lié aussi à ce qu'incarnait Kamala Harris, qui a su montrer le renouveau qu'elle pouvait exprimer. Et j'ai été d'ailleurs très sensible au discours de Barack Obama, qui en son temps reflétait la même image et qui l'a ranimé à l'occasion de la Convention de Chicago. La grande question, c'est est-ce que cet effet d'euphorie va durer? C'est-à-dire, on sait que toute convention vient booster. Tu veux dire que les jeux ne sont pas faits et que ceux qui disent ça y est, maintenant on a une candidate charismatique, etc. Non, le sort des élections n'est pas joué. Non, je crois que le sort n'est pas scellé. Il y a beaucoup d'incertitudes. Pourquoi? On ne le dit pas assez. Pour deux raisons. La première, c'est que la société américaine, depuis quelques années, je dirais l'époque d'Obama, même on peut dire le tout début du siècle, déjà sous la présidence Bush, la société américaine vit une crise profonde liée à une déception face à la mondialisation. Il faut voir ce qu'était la mondialisation aux États-Unis. C'était presque l'enfant du succès américain. C'était presque les États-Unis qui avaient inventé la mondialisation pour marquer un nouveau stade de vertu dans l'histoire du monde. Et la classe moyenne américaine s'est aperçue que cette mondialisation ne lui profitait pas. Et des travaux scientifiques très estimables, je pense par exemple aux travaux de Branko Milanovic, ont montré qu'effectivement, la classe moyenne américaine n'a pas profité de cette mondialisation et que même toute une série de crises... dont les risques sont à l'origine. Voilà, exactement. Et ça a créé une crise d'identité profonde au sein des États-Unis, dont Trump a profité. Le Trumpisme existe davantage que Trump lui-même, c'est-à-dire exprimer cette rancœur à l'égard, j'allais dire, de la marche du temps, mais plus précisément à l'égard de la mondialisation, à l'égard de cette intrusion de nouveaux acteurs dans le système international, d'où cette crispation nationaliste, souverainiste, protectionniste, identitariste, incarnée par le Trumpisme. Et cette force-là, malgré les bêtises de Trump, les caricatures dont il est familier, ne s'est pas éteinte. Il faut voir que ce phénomène continue à travailler la profondeur de la société américaine. Et la deuxième raison, c'est que on a eu l'impression que juste après ce moment d'euphorie, le camp démocrate s'est rétracté sur lui-même. Et Kamala Harris est venue à dire, à affirmer des choses qui appartenaient davantage à la grammaire de la continuité qu'à celle de la rupture. Je pense par exemple au conflit israélo-palestinien. Après avoir montré une différence par rapport à Biden, légère mais sensible, elle a rappelé qu'il n'était pas question d'interrompre l'aide militaire américaine à Israël, ce qui ne surprend pas mais montre, et c'est ça que je voudrais mettre en évidence, l'extrême rigidité du système politique et l'extrême, je dirais, stabilité, même le statisme des politiques étrangères. On ne peut pas changer une politique étrangère comme ça.
plus généralement, on ne peut pas changer des politiques publiques comme ça. D'un certain point de vue, Barack Obama en avait déjà donné la preuve. Et du coup, il y a un sentiment qui renaît, qui est que Kamala Harris, c'est la continuité de l'administration démocrate incarnée par Biden. Et que donc, cet espoir de mobiliser des catégories nouvelles qui soit s'abstenaient, soit votaient pour des candidats très marginaux ou périphériques, cet espoir devient incertain. Je ne dis pas qu'il est éteint, mais il devient incertain. Donc il va falloir suivre. Le propre des élections aux États-Unis, c'est que finalement, c'est un tout petit nombre d'électeurs qui décident. C'est ceux qui appartiennent à ces fameux swing states, c'est-à-dire ces États marginaux qui font la différence, puisqu'il n'y a pas d'élection au suffrage universel direct, mais par l'intermédiaire de délégués, et que donc, selon le score réalisé dans 4 ou 5 États clés, le collège qui élit finalement le président peut basculer d'un camp ou d'un autre. On est, me semble-t-il, mais je ne suis pas un expert de la politique américaine, on est, me semble-t-il, sur le fil du rasoir, je dirais un double fil. Fil électoral, parce que je garderais bien de dire que l'un ou l'une ou l'autre a gagné, et aussi sur le fil politique, c'est-à-dire est-ce que les États-Unis vont réaliser avec Kamala Harris cet aggiornamento qui apparaissait déjà dans les espoirs obamiens et dont les États-Unis ont besoin. Parce que la position des États-Unis dans le système international du XXIe siècle, du troisième millénaire, est une position à revoir qui ne peut être la simple décalque de ce qu'était la position américaine, états-unienne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si je résume ta pensée, si Kamala Harris est élue, c'est une continuité, mais aussi une continuité de la perte d'influence des États-Unis dans le monde. Si Trump est élu, c'est un bouleversement? Alors là aussi, je serais prudent parce que Trump, c'est un politique de la rhétorique. C'est un homme qui gagne en sachant dire ce que son électorat attend qu'il dise. Donc c'est un gouvernement de la parole. C'est quelqu'un qui cherche à se faire élire, puis lorsqu'il était au pouvoir, de demeurer à un certain niveau de popularité en disant et en faisant ce que son électorat, je dirais le centre de gravité de son électorat attend. Ce n'est pas l'homme d'une idéologie. Ce n'est pas l'homme d'une politique étrangère toute faite. On a l'impression qu'effectivement, il y a une politique étrangère trumpienne. J'en rappelais certains principes possibles, souverainisme, protectionnisme, nationalisme, identitarisme. Mais si on y réfléchit, ces grands principes sont des principes rhétoriques, ce ne sont pas des principes de politique étrangère au sens strict du terme. C'est-à-dire le rapport à la mondialisation, à la sécurité globale, aux questions climatiques, même si on sait que c'est un homme qui est climato-sceptique, mais enfin, ça ne suffit pas pour décrire une politique répondant aux grands défis de notre siècle et de notre nouveau millénaire, par rapport au Sud global, ou de manière peut-être plus précise et concrète face à la Russie, face à la Chine. On se rappelle face à la Corée du Nord, comment on passait d'un extrême à l'autre. Ça, c'est bien le modèle trumpien. Maintenant, dire que c'est un homme qui a dans sa serviette un manuel de nouvelle politique étrangère, non. Et tout est possible avec ce genre de personnage. Ce qui m'inquiète le plus, c'est tout est possible, y compris les bêtises. On sait ce qu'il a fait lors de son mandat présidentiel, notamment la dénonciation de l'accord sur le nucléaire iranien du 14 juillet 2015, ce qui a été un cadeau gigantesque fait aux ultra-conservateurs et en particulier au clan de Khamenei, qui a dû le récompenser de moult boîtes de caviar pour avoir ainsi donné une caution aux conservateurs et
précipité l'effondrement de ce courant d'ouverture qu'incarnait le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et que pourrait incarner Pezeshkian, le nouveau président élu en Iran. Alors, il y a deux grands conflits qui sont devant de la scène, Russie-Ukraine, la guerre de Gaza. Sur le premier, on a l'impression que les choses bougent. Il y a des gains territoriaux de l'Ukraine en Russie, mais des gains russes dans le Donbass, et l'idée de négociation ne semble plus exclue. Est-ce que on est peut-être au début de la fin de ce conflit, ou est-ce que il va encore durer assez longtemps du fait du caractère irréconciliable des positions russes et ukrainiennes? Je suis assez sceptique. J'entends ces bruits, j'entends ces commentaires et ces analyses. Rien de tout ça ne me convainc véritablement. D'abord, si tu as remarqué, depuis 1945, il n'y a pas beaucoup de négociations qui mettent fin aux guerres telles que nous les avons connues en nombre depuis ce temps-là. Personne ne prétendra que les accords de Paris ont mis fin à la guerre du Vietnam, personne ne prétendra que les accords de Doha ont mis fin à la guerre d'Afghanistan, et ce qui était monnaie courante jadis, c'est-à-dire à un temps où nous n'étions pas nés, à savoir finir une guerre en redéfinissant des frontières, en traçant de nouvelles frontières, au détriment du vaincu et au bénéfice du vainqueur, ça c'est de l'histoire. Depuis 1945, ça n'a jamais existé. Penser qu'on peut solder ce conflit par une transaction territoriale me paraît doublement une gageure. D'abord parce que le fond du conflit, en tous les cas tel qu'il est apparu le 24 février 2022, n'était pas territorial. Il s'agissait pour Poutine, je reprends ces termes, de dénazifier l'Ukraine. Il s'agissait pour le moins de neutraliser le pouvoir ukrainien, dans tous les sens du terme neutraliser, voire carrément, si ça se passait bien, aller jusqu'à une annexion, pourquoi pas. Simplement, Poutine ne savait pas, parce qu'il n'est pas très bon en sciences politiques, il ne savait pas que les guerres de conquête, ça ne se fait plus aujourd'hui. Et donc, penser qu'on peut solder tous les comptes par des rectifications de frontières me paraît un tantinet naïf. D'autant que derrière le projet poutinien de dénazification, voire de conquête, il y avait quelque chose de plus concret, qui était effectivement une modification du statut du Donbass, qui s'est traduit notamment par une annexion qui allait au-delà, puisqu'elle a inclus dans les lois, entre guillemets, russes, la Crimée et tout le sud de l'Ukraine, et que là, effectivement, il y a ce qu'on peut appeler une perspective de paix à minima, c'est-à-dire une négociation qui ne serait pas la fin du conflit russo-ukrainien, mais qui serait une tentative de gérer de manière plus favorable à Moscou l'autonomie du Donbass. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Et c'est là que se joueront les choses, c'est-à-dire jusqu'où Kiev peut accepter que l'on modifie sa propre constitution, que l'on ratifie de facto cette annexion prononcée par la Douma. C'est là que ça va jouer, beaucoup plus que dans l'idée d'une rectification de frontières. Et là, je pense qu'on est extrêmement loin d'une solution. Il est clair que Poutine doit se dire, quand il est tout seul le soir dans sa chambre, j'aurais pas dû me lancer dans cette action. Mais au nom de tout le système d'attitude qui l'avait conduit à se lancer dans cette action, il ne peut pas non plus totalement capituler. Donc on est bien dans une situation de blocage. Et je reste persuadé que ce conflit ne sera résolu que par des pressions systémiques, c'est-à-dire venues d'ailleurs, d'un grand ailleurs, qui peut être le Sud global, là-bas, beaucoup plus que par une transaction entre deux acteurs qui sont encore loin de cette logique. Autre conflit sur lequel le terme de blocage que tu viens d'employer semble devoir s'imposer, la guerre de Gaza, le conflit Israël-Palestine. Alors Netanyahou est de plus en plus remis en cause, surtout après la découverte de 6 otages qui ont été tués.
Mais même s'il y avait un changement de gouvernement d'Israël, il n'est pas sûr d'avoir une perspective à long terme. Donc il y a à la fois une guerre qui à court terme continue et un total brouillard sur l'avenir. Que faire de Gaza, même si les combats cessaient? Que peut devenir Gaza? Il y a un point commun entre le conflit russo-ukrainien et le conflit israélo-palestinien, c'est cette confiance aveugle du plus fort ou du présumé plus fort dans les vertus de la puissance, sa capacité de tout régler. C'est-à-dire Poutine, à la tête de ce qu'était la deuxième puissance militaire du monde, était persuadé qu'il pourrait dicter sa loi aux petits voisins ukrainiens, et Netanyahou part du postulat qu'il n'y a que le jeu de puissance et le jeu de force qui peut régler le conflit israélo-palestinien. Or, jamais dans l'histoire, et notamment l'histoire post-45, on a vu des conflits de ce type qu'on appelle, le terme ne me plaît pas beaucoup, asymétriques, c'est-à-dire qu'ils n'opposent pas deux États entre eux, mais un État et des organisations non étatiques qui sont des organisations combattantes, qui emploient des méthodes terroristes, hein, il faut bien employer les termes, mais qui en même temps ont une perspective de résistance et de libération. On n'a jamais vu que la force venait à bout de ce type d'organisation. Moi, j'ai toujours vu un parallèle très fort entre le FLN et le Hamas, par exemple, dans les méthodes, l'usage de la méthode terroriste. Mais on pourrait prendre aussi beaucoup d'autres conflits coloniaux ou post-coloniaux, où on voyait cette même asymétrie. Jamais la force n'a pu régler ce problème dès lors que ce combat avait réussi à s'installer et se pérenniser. Donc l'impasse est là, c'est-à-dire on a le sentiment que le gouvernement Netanyahou n'a pas de plan B, c'est-à-dire c'est la réussite par la mobilisation de la force ou rien. Et si la force est mise en échec, ce qui est le cas depuis le 7 octobre, hein, eh bien il ne peut que mettre, je dirais, une cuillerée supplémentaire, c'est-à-dire faire cette escalade vers un usage encore plus fort de la force, d'autant que, et c'est le deuxième élément de blocage dont on ne parle pas, qu'est-ce qui peut arrêter cet usage insensé de la force? La pression internationale. Or, nous avons dépassé officiellement les 40 000 morts à Gaza. Personne dans la communauté internationale n'a réagi comme, de manière pertinente, la communauté internationale avait réagi contre l'agression russe en Ukraine. Et donc, Netanyahou est très logiquement conforté dans cette stratégie. Et c'est ça qui me fait peur. Il n'y a pas de prix à payer. Mais bien sûr, lorsque, suite par exemple aux opérations répressives en Cisjordanie, un gouvernement dit qu'il est préoccupé, mais qu'est-ce que la rhétorique de la préoccupation peut constituer comme contrainte sur un gouvernement qui a fait délibérément le choix d'utiliser la force? Évidemment, ça n'a aucun effet. L'effet d'un cotère sur une jambe de bois. Donc, ce qui m'inquiète, ce qui m'angoisse, c'est qu'on est dans une impasse, mais il n'y a pas de levier pour sortir de cette impasse. Mais y compris en Israël, puisque même si Netanyahou chutait, ceux qui s'opposent à lui sur le plan interne n'ont pas de vue, peut-être même un cessez-le-feu, mais une fois encore, admettons qu'il y a un cessez-le-feu, que faire de Gaza? Oui, le fait que, contrairement à des sollicitations rhétoriques, le gouvernement israélien ne se prononce pas sur l'avenir de Gaza montre que, pour lui, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'éradiquer, c'est ces termes, hein, le Hamas, donc c'est de neutraliser, ce terme est d'ailleurs terrible dans tous ses sous-entendus, tous ceux qui combattent, peut-être même 15 000 enfants qui ont perdu la vie. Hein. Donc, le problème de l'avenir de Gaza, c'est pas le sujet. Et
la communauté internationale, entre guillemets bien entendu, ne fait rien pour que ça devienne le sujet. Et c'est ça qui m'inquiète. Alors on parle de plus en plus de l'importation de ce conflit en France avec des positions radicalement opposées. C'est un débat que t'inspire ce terme? Ah, il m'agace. C'est un terme que je récuse absolument. Effectivement, on l'entend à tout propos, l'importation du conflit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais ce que c'est que l'importation d'une voiture ou d'une usine clé en main, comme on dit. Mais un conflit n'est pas importé. On emploie le terme importation parce qu'on ne veut pas employer le terme qui me paraît, du point de vue de l'analyse scientifique, le plus pertinent, et qui est le terme d'identification. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que vous avez, avec les moyens modernes de communication et la visibilité des événements internationaux, partout dans le monde, c'est-à-dire pas seulement dans les pays voisins d'Israël ou de la Palestine, partout dans le monde, vous avez des humains qui s'identifient à telle ou telle cause. Ça, c'est les nouvelles relations internationales. Je dis souvent que le social en relations internationales court plus vite que le politique parce que ces logiques d'identification, elles se forment beaucoup plus vite et spontanément que ne s'élaborent les politiques étrangères qui sont souvent sur ce sujet extrêmement tarabiscotés. Alors pourquoi s'identifie-t-on à la cause palestinienne? Alors ça peut être pour des raisons personnelles, parce que soi-même on est de famille palestinienne, ou parce qu'on appartient au monde arabe. Donc quand on appartient au monde arabe, on se sent plus près effectivement des Palestiniens. Ce peut être parce qu'on a vécu dans sa propre vie telle ou telle expérience qui vous amène à être plus proche des Palestiniens, mais ce peut être aussi, je dirais, pour des raisons morales profondes. Moi, je vois, j'ai eu l'occasion au printemps dernier de parler avec beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui se mobilisaient dans différents établissements universitaires, évidemment dans le mien d'abord, mais pas seulement, et j'entendais leur discours. Un jeune de 20 ans qui s'indigne de l'indifférence que l'on montre à l'accumulation de morts anonymes, ceux dont on ne voit même pas les photos, qui s'indigne que des enfants payent le prix d'un affrontement qui les dépasse complètement, qui s'indigne en écoutant les propos du représentant de l'OMS, des Nations Unies, qui explique qu'il y a un drame humanitaire qui se développe à Gaza, qui voit que les gouvernements ne réagissent pas, ils s'indignent, ils s'expriment, ils se mobilisent. On l'a vu sur les campus américains, mais on le voit dans beaucoup d'universités. Ça, c'est un levier nouveau et très important. Parce que je donne cet exemple du monde estudiantin, parce que j'en suis proche, mais il faut aussi tenir compte de l'opinion publique dans les pays arabes, qui est extrêmement sensible à la cause palestinienne, et notamment dans des pays dont les gouvernements ont choisi une politique, je dirais, de fermeture du dossier palestinien, avec les fameux accords dits d'Abraham. On voit bien que l'opinion publique marocaine s'identifie, on voit bien que l'opinion publique jordanienne s'identifie. Que répondre par rapport à ceux qui disent qu'en France, on sanctifie la cause palestinienne, mais qu'on oublie le Soudan, on oublie d'autres conflits? C'est vrai, mais ça prolonge ce que je disais tout à l'heure, parce que, hélas, et personnellement, ça me révolte, on est plus éloigné du Congo, dont on n'ose même plus compter les millions de morts qui se sont accumulés, ou du Soudan, ou du Yémen, et on pourrait continuer, la Birmanie, le Sri Lanka, on pourrait continuer ainsi longuement. C'est justement une façon de travailler ce concept d'identification. Il y a un certain nombre d'éléments subjectifs et objectifs qui font que la pente
d'identification à la cause palestinienne, comme à la cause israélienne d'ailleurs, est plus forte que l'identification à un conflit dont les médias ne nous parlent jamais. Qui est au courant qu'il y a une guerre qui a fait des millions de morts au Congo? Qui sait que depuis 1998, il y a eu, dit-on, 200 000 viols dans l'est du Congo? Quand l'information est plus faible, quand les liens sociaux, quand la visibilité du drame et de la tragédie est moindre, l'identification est moindre, c'est vrai, et c'est profondément blessant. C'est aussi peut-être parce qu'on pense que nos gouvernements pourraient faire plus pression sur un allié que sur des pays très lointains. Oui, enfin, si on décortique ce qui se passe au Congo, je vois des pays alliés sur lesquels on pourrait faire pression. Le Rwanda de M. Kagame, avec qui la France s'est spectaculairement réconciliée et apparaît-il plein de liens, est quand même l'un des agresseurs dans le conflit du Congo. Peut-être qu'un petit mot, un petit mail envoyé à Kagame, ça pourrait peut-être avoir une certaine efficacité. Merci Bertrand, merci pour avoir inauguré cette 8e saison des podcasts Comprendre le monde. Je rappelle que tu vas très prochainement publier aux éditions Flammarion un livre sur l'art de la paix, un art qui est très fortement malmené, mais je crois que ce sera une réflexion très utile. Merci à toi. Merci à toi.